Les armes ont du mal à se taire en Libye. L'aéroport de Tripoli, le seul encore fonctionnel, a été ciblé par des tirs de roquettes ce jeudi. Les vols ont été immédiatement suspendus. Le Cameroun et le Congo parviennent à un consensus sur la délimitation de leur espace frontalier. Une rencontre de 2 jours a réuni les acteurs des 2 pays sur le sujet. Elle s'est achevée par un document final. Et puis, les points de vue divergents de l'Afrique et de l'Europe sur plusieurs questions. La justice internationale et l'homosexualité constituent des sujets clivants pour les 2 continents. C'est ce qu'a martelé le président de la Commission de l'Union africaine au cours de sommet. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La Libye, toujours sous le feu des tirs. Plusieurs roquettes ont été tirées ce jeudi sur le seul aéroport encore fonctionnel dans la capitale libyenne, Tripoli. Dernière attaque en date contre cet aéroport qui a donc provoqué une brève suspension des vols. Voyons tout cela dans ce reportage. Les vols ont été suspendus durant plus de 4 heures, ont-elles précisé sur leur page Facebook en faisant état de bombardement continu. Les forces du gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU et basées à Tripoli ont accusé les forces rivales loyales au maréchal Khalifa Haftar d'être à l'origine des tirs. Les roquettes sont tombées dans le périmètre de l'aéroport. Les tirs n'ont pas été revendiqués. La mission de l'ONU en Libye a dénoncé fermement de nouvelles violations de la trêve instaurée le 12 janvier à l'initiative de la Russie, alliée de Haftar et de la Turquie, soutien du gouvernement d'union nationale. La mission de l'ONU en Libye mentionne en particulier des attaques répétées des 2 derniers jours contre l'aéroport de Mitiga. Le 4 avril, les pro-Haftar ont lancé une offensive pour s'emparer de la capitale, Tripoli. Ils avaient mené plusieurs attaques contre l'aéroport de Mitiga, accusant le gouvernement d'union nationale de l'utiliser à des fins militaires. Entrée en janvier a été peu respectée par les belligérants. Des pourparlers militaires, politiques et économiques constituent les 3 volets du dialogue interlibyen sur lesquels travaille l'ONU pour tenter de trouver une solution au conflit en Libye. À l'issue des pourparlers indirects à Genève entre représentants militaires, les 2 camps sont parvenus dimanche à un projet d'accord de cessez-le-feu qui doit être finalisé en mars selon la marine. Les certitudes règnent toutefois autour des pourparlers politiques, l'ONU confirmant mercredi leur démarrage alors que les 2 camps ont annoncé ce soir une escalation. Peu de temps après la chute du régime de Muammar Kadhafi dans le Sahel de et l'ancien président égyptien repose désormais dans sa dernière demeure. La tête s'est définitivement refermée sur Hosni Moubarak. L'inhumation a été précédée d'une cérémonie d'hommage militaire. Hosni Moubarak, il faut le rappeler, a dirigé donc l'Égypte pendant 30 ans. Le cercueil, arrivé par hélicoptère peu avant, a été posé sur un affût de canon et escorté par des soldats en grand uniforme. Derrière le président Sisi, suivant une foule de personnalités égyptiennes, dont le Premier ministre, les fils du défunt ou encore le pape orthodoxe copte. L'actuel président a brièvement salué la famille de Moubarak et à l'issue de la cérémonie, l'ex-dirigeant a été inhumé dans le tombeau familial à Héliopolis, dans l'est de la capitale. Les images de la procession, qui n'a duré que quelques minutes, ont été diffusées en direct sur plusieurs chaînes de télévision égyptiennes qui arboraient à l'antenne un ruban noir en signe de deuil. Mercredi matin, un important dispositif de sécurité comprenant des véhicules blindés avait été déployé près de la mosquée et du cimetière, selon des témoins. Des dizaines d'admirateurs du défunt étaient rassemblés à proximité. Avec ses funérailles en grande pompe, le président déchu reçoit ainsi un hommage officiel du gouvernement égyptien. 3 jours de deuil national ont été décrétés à compter de mercredi par le gouvernement, qui, comme le défunt président, est un militaire à la tête du régime. L'hommage a toutefois été critiqué par plusieurs militants pro-révolte sur les réseaux sociaux dénonçant la répression du mouvement en 2011 avant le départ d'Hosni Moubarak.
L'Algérie enregistre un premier cas de coronavirus. Les autorités ont confirmé les résultats d'analyse sur un suspect. Le patient est un Italien arrivé donc dans le pays. C'était le 17 février dernier. Le seul cas confirmé de la maladie en Afrique avait été jusqu'à présent recensé en Égypte. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place au niveau national a permis de détecter 2 cas âgés de 55 et 61 ans, répondant à la définition de cas suspect, a indiqué le ministère de la Santé. Un cas a été confirmé positif au coronavirus parmi les 2 patients de nationalité italienne, a-t-il précisé. Selon la télévision, la personne infectée a été placée en isolement. Les circonstances de son infection ne sont pas pour l'heure établies. Le ministère de la Santé a assuré avoir renforcé le dispositif de prévention autour du cas confirmé et le dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points d'entrée en Algérie. Apparu en décembre en Chine, l'épidémie y a déjà contaminé quelques 77 000 personnes, dont 2 700 sont mortes selon l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà de la Chine, la maladie touche plus d'une trentaine d'États. Les questions des limites au niveau des frontières ont fait l'objet d'une réunion entre le Cameroun et puis le Congo, une réunion de 2 jours. Les tests devant conduire à la délimitation sans heurts de ces espaces frontaliers ont été adoptés au thème des travaux. Le rideau est tombé sur la 3e rencontre entre le Cameroun et le Congo sur la démarcation et la réaffirmation des frontières par une note de satisfaction de toutes les parties prenantes. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs au regard des différentes résolutions. Au niveau de la frontière entre le Cameroun et le Congo, tout se passe bien et que nous devons continuer à travailler sur la réaffirmation de cette frontière et la démarcation de la frontière. En termes de démarcation, il s'agit de ramener les bornes pas des grandes distances. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la frontière entre les 2 pays. Pour l'essentiel, 4 tests ont été adoptés par le Cameroun et le Congo pour l'opérationnalisation de la coopération frontalière entre les 2 pays qui partagent une frontière longue de 528 km. Pour ce qui est des frontières naturelles comme les cours d'eau, les montagnes et les forêts, les 2 pays ont pu fixer des règles pour éviter toute forme d'interférence. Manifestement, ce but a été atteint lors de cette 3e rencontre avec l'adoption de ces tests. Reste maintenant à l'implémenter sur le terrain. L'Union africaine pense que d'ici 2022, il faudrait que nous soyons à la page. Donc, il y a des critères qui ont été élaborés et nous évoluons vers ces critères-là. Pensons que nous avons été très bien accueillis à Ouesso au Congo. Nous avons aussi terminé les travaux aujourd'hui dans cet esprit de convivialité, de compréhension et de respect mutuel. Pour mémoire, il faut dire que la frontière entre le Cameroun et la République populaire du Congo date de l'accord franco-allemand du 18 avril 1908. Avant cette 3e rencontre qui a abouti à la signature de 4 importants tests, les experts camerounais et congolais, nonobstant les descentes sur le terrain, se sont réunis pour la première fois en mai 2019 et en juin de la même année. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pointé donc du doigt ce jeudi les différences d'approche entre Africains et puis Européens sur les questions de justice internationale et des questions de l'homosexualité. C'était lors d'un sommet destiné à renforcer les liens entre les 2 continents. Le sommet de jeudi marque la 2e visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au quartier général de l'Union africaine à Addis Abeba depuis sa prise de fonction le 1er décembre dernier. Une semaine après avoir commencé à occuper son poste, elle avait choisi la capitale éthiopienne pour son premier déplacement hors de l'Union européenne afin de lancer un fort message politique sur la force du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Lors de son discours d'ouverture, elle a affirmé que les 2 continents étaient des partenaires naturels et a mis l'accent sur les secteurs de coopération potentiels pour eux comme le commerce et la lutte contre le réchauffement climatique. Lors de la conférence de presse, elle a estimé que les 2 blocs devraient être en mesure de travailler ensemble malgré les divergences mises en exergue par Faki. Certes, nous avons quelques divergences. Je cite à titre d'exemple la justice pénale internationale, l'orientation et l'identité sexuelle,
la peine de mort, la centralité de l'Union africaine dans certaines crises, etc. Ces divergences sont normales, eu égard à nos diversités culturelles, sociologiques, voire spirituelles. Seule la reconnaissance et l'acceptation de ces différences, le langage de la franchise nous permettront d'élever les obstacles qui pourront entraver notre coopération. La majorité des pays africains disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité, parfois punie de la peine de mort. Et plusieurs pays africains ont résisté aux efforts de la Cour pénale internationale pour juger les dirigeants du continent, le Burundi devenant même en 2017 le premier pays au monde à s'en retirer. L'Union européenne cherchera à utiliser le sommet de jeudi pour promouvoir le commerce et la coopération économique afin de répondre au flot d'investissements chinois sur le continent, a estimé Michaela Gavas, experte auprès du Centre for Global Development. Mais la question des droits de l'homme reste un sujet potentiel de confrontation, a-t-elle mis en garde. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.